Ok, bonjour à tous. Vous avez Merci. combien de participants? Alors 8? pour l'instant, non, on est 17. 17. Bon. Euh, Nous, en tant qu'experts comptables, nous avons été mobilisés dès le départ, hein, sur cette crise. Euh, vous avez eu le temps, on va dire la surprise, hein, parce que le 16 mars, il fallait arrêter et il n'y avait pas de délai de prévenance sur ça. Puis vous avez eu le temps, je pense aussi de la réflexion. Et aujourd'hui, on est sur le temps plutôt les solutions et de redémarrage de l'activité. Donc, dans cette perspective, vous avez une panel d'outils et et de dispositifs qui sont mis à la disposition des entreprises qu'il va falloir utiliser avec parcimonie, mais avec justesse. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut à la fois relancer son activité et rester, si vous voulez, en compétence pour avoir le maximum de chiffres. Parce qu'on ne parle même plus de résultats aujourd'hui, je pense qu'on parle plus de chiffres. Quand on parle avec différents interlocuteurs, l'année 2020, c'est une année quasiment morte pour les entreprises. On parlera de chiffres parce qu'il faut quand même retrouver du chiffre quand vous avez des charges fixes en face. Et donc, nous, experts comptables, nous essayons au mieux de guider nos clients pour que cette reprise soit la plus efficiente possible. Parce qu'il faut faire attention aux charges, mais il faut également faire attention aux moyens, aux moyens, aux charges, hein, que vous mettez en face du chiffre d'affaires. Toute la difficulté, c'est de régler justement ces charges en lien avec le chiffre d'affaires que vous espérez retrouver et qui n'est pas forcément pas forcément au rendez-vous. Donc, ce réglage, si vous voulez, qu'il y a à faire sur les mois à venir, ne doit pas vous faire vous retrouver en situation de difficulté financière. C'est pour ça que je conseille beaucoup de souplesse aux entrepreneurs que je rencontre pour qu'on soit, sur, la couture, de la lecture, de la trésorerie. Oui, bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Bonjour, Jean-Claude Oui. Fabre. Alors, je suis peut-être le seul à être en métropole sur les 17 personnes. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres. La question qui me vient à l'idée tout de suite à Monsieur Italique, hein, dont je me souviens du passage à la télévision il y a 2 ans sur une chaîne de télévision locale. La question est de savoir, on se retrouve avec un temps zéro pendant plusieurs semaines. On va faire un petit peu allusion au 11 septembre à New York, hein. On a un temps zéro qui va durer un certain nombre de semaines, et puis une reprise d'activité qui va être compliquée. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans les systèmes habituels de lancement, d'ouverture d'affaires, avec un lancement qui prévoit toujours, où il faut toujours avoir bien sûr un fonds de roulement pour compenser forcément des charges qui risquent d'être, dans tous les cas, supérieures au chiffre d'affaires? C'est une bonne question. Là, l'entreprise, on est d'accord, l'entreprise avait un modèle, elle fonctionnait, elle avait aussi un passé. Ce passé, il faut faire avec. Quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas de passé en fait. Vous créez tout, vous créez votre modèle économique, vous créez vos clients, vous mettez derrière les charges qui vont pour pouvoir, si vous voulez, en faire un succès. Là, vous avez arrêté votre activité avec un historique. Ce qu'il faut surtout regarder, euh, comme d'ailleurs au niveau de la création, il faut faire un état des lieux très rapide de votre marché. Je prends par exemple les restaurants. On sait très bien la difficulté aujourd'hui, quand ils vont réouvrir, c'est la confiance du consommateur, c'est la confiance du client pour qu'il n'attrape pas, si vous voulez, ce virus, etc. Donc, il faut bien regarder vos conditions de marché. Si elles sont plus au rendez-vous, il ne faut pas que vous mettiez autant de moyens pour avoir un chiffre d'affaires inespéré que vous n'allez pas réussir à avoir. Donc, ce mur de charge auxquelles vous allez faire face, c'est-à-dire les charges anciennes et les charges nouvelles, elles doivent être tout de suite, si vous voulez, appréciées, réglées et nivelées. Il n'est pas rare, dans certaines situations, de procéder à soit une réduction de la voilure, hein, clairement. Si vous avez plusieurs locales que vous louez, ben, vous sont fermés. Si vous avez du personnel qui n'est plus en adéquation avec les services que vous rendez, vous allégez votre masse salariale, etc. Donc, cette lecture est très importante parce que vous allez retrouver, en fait, dans une situation où vous allez vous épuiser à consommer de la trésorerie pour trouver une situation d'avant qui n'est pas là. Donc, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette crise va durer 18 mois. Enfin, les effets de cette crise vont durer entre 12 et 18 mois. Il faut avoir ça en tête en tant qu'entrepreneur.
et à la rigueur, revoir ses objectifs s'il y a lieu de les revoir, pour ne pas se retrouver dans une situation inextricable, c'est-à-dire la faillite. Je ne vous entends pas, vous avez dû couper votre micro. Oui, j'ai coupé, je le remets, c'était pour éviter les perturbations. Je veux bien continuer. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Claude Fabre dans le débat. Et donc, Tropical Management, développement de tourisme en Guadeloupe depuis une trentaine d'années. Et je voulais parler du tourisme, justement, qui est un secteur très impacté. Je crois qu'il faut vraiment dire, il faut retrouver la vérité dans les chiffres. Ce que vous venez de dire est important. C'est vrai, il y a un passé sur le tourisme, quoi qu'on en dise. La saison a été consommée à 75%. La saison, elle dure du 15 décembre au 15 avril. On s'est arrêté le 15 mars. La saison a duré 75%. On a consommé 75% des ressources de la saison, ce qui fait que le tourisme est impacté, mais enfin, pas autant, évidemment. Chaque acteur, en fonction de son importance, bien sûr, est plus ou moins impacté. Je comprends que la grande hôtellerie, qui crée beaucoup d'emplois, soit plus impactée que le reste de toute l'économie, et ça, c'est vraiment un problème. Cela dit, la relance va habituellement il faut que la clientèle d'affaires puisse revenir. Alors, c'est un problème lié à l'aérien, bien sûr, et puis la clientèle locale, qui a plutôt tendance en juillet-août à fréquenter le secteur non hôtelier depuis toujours. Bon, on va se retrouver à nouveau à l'automne avec des circonstances qu'on peut difficilement prévoir, c'est évident. On va supposer qu'elle soit favorable et la saison va redémarrer tout doucement en basse saison à partir du mois d'octobre, comme d'habitude, et pour atteindre sa plénitude. Je ne sais pas si Topresa va avoir lieu cette année, fin septembre, début octobre. Il faut espérer que oui, ou sous une autre forme, parce que beaucoup de choses vont être bouleversées. Alors, je voudrais revenir sur un thème qui vous concerne beaucoup en tant qu'expert comptable. On parle beaucoup, alors je suis aussi membre du MEDEF et membre de la FEDOM, Commission Tourisme, essentiellement pour des problèmes de développement. Et je reviens sur le souci sur le plan des aides fiscales qu'on peut avoir. Saint-Martin présente depuis quelque temps déjà et avant le Covid, présentait une situation délicate où il fallait remonter le taux de défiscalisation, le monter à 53%, virgule quelque chose. Ça va être inévitable parce qu'ils sont au deuxième plan de relance en moins de 24 mois. Et je crois qu'ils vont avoir une situation encore plus difficile que la Guadeloupe principale, on va dire continentale, pour dire en métropolitain. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de proposer de remonter aussi le taux de la Guadeloupe pour le passer de la zone 38 à la zone 46, qui fait qu'avec les notions d'accompagnement habituelles, de remboursement de TVA sur des investissements productifs, est-ce qu'on n'aurait pas là une porte, une trajectoire à lancer on demande, parce qu'il ne serait pas un effort très, très important. Il faut savoir qu'en matière d'investissement touristique, la Guadeloupe est très, très, très en retard. On va prendre un chiffre de 2017, 14 milliards d'investissements en métropole. Si on raisonne par tête d'habitant, comme pour le PIB, on aurait dû en Guadeloupe faire 84 millions d'euros d'investissement par an. Si on revient 10 ans en arrière, on est à 840 millions. Et en faisant l'addition de tous les grands investissements qui se sont réalisés, y compris le MACT, je ne peux pas oser dire qu'il a été fait que pour le tourisme, il est mémoriel avant tout. Si je le prends à 50% pour le tourisme, on est bien, bien, bien loin du compte. Je crois qu'on va arriver à peine à 20% du montant d'investissement de la métropole pendant ces 10 années. Je crois qu'il y a un effort très, très important. J'ai soulevé auprès de la FEDOM, je leur ai dit, mais au niveau du tourisme en métropole, il y a des régions qui sont fortement équipées en lits touristiques, notamment, je pense au département de la Savoie. Les chiffres sont assez surprenants. 400 000 habitants comme la Guadeloupe. La Guadeloupe a 20 000 lits. La Savoie, on a 500 000. C'est pouvoir là. Alors, comme l'avait dit le président Macron en passant en Guadeloupe, la Guadeloupe n'est pas la métropole, c'est évident. On n'a pas du tout le même contexte, même si la Savoie est 4 fois plus grande que la métropole, que la Guadeloupe en surface. Mais je crois qu'on ne peut pas ignorer le fait, donc, au niveau de la métropole, je pense qu'il va y avoir un fort ralentissement des investissements dans le tourisme. Il faudrait profiter justement de mettre en place, le gouvernement, faut se mettre à la place du ministre des Finances qui est assis sur sa caisse, comme vous le savez, et qui ne sait pas sortir de l'argent s'il n'en a pas. Je crois qu'il faudrait profiter de l'occasion pour monter un gros plan d'investissement sur les DOM et sur le Guadeloupe aussi, bien en particulier, parce que pendant ces 1 ou 2 années, les investissements vont être fortement ralentis sur la métropole. Et
et par le jeu des concours, je dirais, et le jeu des circuits de marchandises, tous les efforts qui seront faits sur les DOM, en grande partie, c'est la métropole Europe qui va être gagnante en matière de matériel et de fourniture. Donc en fait, tout ce qu'on va nous donner en investissement va repartir dans les poches de la métropole, enfin en partie, dans les poches de la métropole Europe. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui mettre en avant ce phénomène pour pouvoir avancer d'une manière éclairée et d'une manière concrète et raisonnée. Vous avez dit le mot à la fin, il faut être raisonné, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que la France ne respecte pas les critères de Maastricht en matière de déficit public et qu'il y a eu, on va être clair, hein, du point de vue du gouvernement, un effet de rabot significatif sur les volets défiscalisation outre-mer, avec en plus les fameuses affaires qu'on a eu à connaître. Aujourd'hui, c'est une lecture différente. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont plus à l'écoute de la manière dont on va proposer un plan, que ce soit les secteurs d'activité. D'ailleurs, l'hôtellerie, effectivement, c'est un gros secteur d'activité, mais il y en a d'autres. Pour proposer un plan qui ait de la cohérence avec donc les difficultés économiques rencontrées, hein. Je rappelle qu'un euro investi, c'est 2 euros de valeur ajoutée. Donc, à nous de trouver, je ne suis pas le seul, hein, nous, experts comptables, nous réfléchissons à des propositions que nous allons faire, mais surtout pour les petites entreprises et très petites entreprises, qui est le cœur de notre économie. Les grandes entreprises, elles ont les voies et les moyens pour le faire. À nous de trouver, si vous voulez, les propositions qui soient efficaces et qui aient du sens par rapport à ce qui a été dit. Et dans ces propositions, nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle le statut de l'entreprise ultramarine. D'abord, définir ce que c'est qu'une entreprise ultramarine, et ensuite, après, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre et en quoi on peut aider les entreprises ultramarines. Moi, je raisonne sur un bassin soit caribéen, mais surtout un bassin ultramarin, en fait, où, que vous alliez à La Réunion, que vous allez à la Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe, vous avez des faisceaux convergents, en fait, de difficultés quand on rencontre les entreprises, quels que soient les secteurs d'activité. Il faut les comprendre et proposer au gouvernement une lecture qui est différente par rapport à la leur en disant non, mais ça coûte cher et ça rapporte rien. Et c'est cette finesse, si vous voulez, l'analyse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que la défisque, même si elle a eu du bon sur le territoire, elle a aussi été des sources de dépenses publiques à guichet ouvert, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, il faut régler les choses avec mesure et justesse. C'est ce à quoi nous nous attelions. Voilà. Voilà, il faut. Là, vous êtes au MEDEF, c'est à vous aussi de faire des propositions, hein, je sais que le président de la CCI, qui est également, vous le savez, donc à travers d'une grosse chaîne sur le territoire, faire des propositions, si vous voulez, à la fois pour la grosse hôtellerie, mais aussi pour la petite hôtellerie, qui aujourd'hui, vous le savez, est plus en cohérence avec les besoins de satisfaction des clients européens et des clients qui nous viennent des États-Unis, que par rapport à la grosse hôtellerie, qui est plus une hôtellerie d'affaires. Je l'ai rappelé récemment d'ailleurs au président des hôteliers en disant que sur la Guadeloupe, il y a 4000 hôteliers, il y a 8000 lits de lits non hôteliers et qu'il faut absolument mettre en valeur et dont il faut tenir compte. Et c'est vrai que les petites entreprises craignent un petit peu et au niveau des experts comptables, je crois qu'il faudrait finalement trouver des solutions politiques et économiques pour rapprocher ces petites entreprises davantage de l'expertise comptable, parce que cette solution de crédit d'impôt, quand même, qui a remplacé la défiscalisation, est une bonne solution. Oui, est je une bonne pense. solution si elle est bien gérée, si les dossiers sont bien montés. C'est toujours ce que craignent les petites entreprises, alors que c'est pas très compliqué quand on fait un peu l'analyse du sujet. Alors, justement, je me permets de rebondir, à l'UDE-MEDEF, on prépare un plan de relance et on invite tous nos adhérents à participer, à la rédaction de ce plan. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous souhaitez y participer. Je me permets de prendre la parole également puisque je vois que madame Papalia est présente. Si elle peut connecter son micro, C'est fait. Ah super, eh bien écoutez, bienvenue. Donc je vous rappelle, à tous, chers participants, que donc nous sommes sur le webinaire «Financer efficacement sa reprise d'activité».
Donc, beh, voilà, quels sont les dispositifs, dont vous pouvez bénéficier? Comment, quelles sont les étapes pour bien réussir sa reprise? Quel doit être votre état d'esprit? Ce sont les questions auxquelles on va essayer de répondre. Alors du coup, madame Papalia, je vous laisse la parole pour vous présenter aussi, pour ceux qui ne vous connaissent pas. D'accord, merci beaucoup et merci à tous les participants. C'est toujours un plaisir d'être en contact direct avec les problématiques de terrain. Donc voilà, BPI France, nous avons pour mission de porter certains dispositifs, soit des dispositifs État, soit des dispositifs régionaux, et toujours aux côtés d'une banque qui donc est là pour soutenir au quotidien, je dirais, et aussi dans les projets, pour soutenir les entrepreneurs. Pour notre part, il y a évidemment, on va dire, deux phases. Il y a une phase où il va falloir aller de l'idée jusqu'à la rédaction du business plan. Et puis il y a une deuxième phase où on peut, à partir d'un business plan, réfléchir à comment organiser le plan de financement de son projet. Sur la première phase, je dirais que c'est plus évidemment le monde de l'expertise comptable ou des conseils ou voilà, c'est juste avant de faire appel à BPI France, il faut avoir un petit peu réfléchi avec tous ses partenaires de la manière dont on veut exprimer son modèle économique. Et c'est une phase très très importante parce que le modèle économique, c'est bien là où beaucoup de choses se jouent, sachant que notre travail, c'est de permettre à ce modèle économique de clore en quelque sorte. Donc ça pour la partie création. Et lorsqu'on est dans un modèle économique, je dirais traditionnel, d'une économie traditionnelle, c'est peut-être aussi de lui permettre d'évoluer ou d'aller plus loin à partir de ce qu'a imaginé le porteur de projet ou le dirigeant, de ce qu'a imaginé pour être les axes de développement pour son entreprise. Donc, c'est de lui permettre de les concrétiser et probablement que l'axe financier est un des axes à bien sûr prendre en compte peut-être dès en amont de façon à ne pas se perdre dans des chemins qui seraient peut-être des impasses. Donc voilà, pour éviter l'impasse, on évoque beaucoup tous nos dispositifs et aujourd'hui, évidemment, on est plus connu sur la garantie État que l'on porte hein, dans le cadre du prêt garanti par l'État, mais on est aussi bien identifié par certains porteurs de projets pour porter des dispositifs classiques de renforcement d'un capitaux permanent à l'occasion d'un projet qui soit de création d'investissement. C'est un peu une intro sur les sujets que vous allez aborder. Et puis, bon, après, j'aurai l'occasion de reprendre la parole. Évidemment, le phénomène Covid nous impose à tous hein, de déployer énormément de capacité, enfin de se dépasser même. Et ça, en cela, c'est une période assez intéressante. Et voilà, je doute pas que chacun d'entre nous, on se dépasse en ce moment. Et c'est ça qui est beau aussi dans la nature humaine. Voilà. Je vous laisse la parole pour savoir s'il y a des questions un peu plus précises, mais sinon je pourrais revenir sur le déploiement d'une offre qu'on a sur les territoires, une offre de financement. Merci Madame Papalia. Oui, je voudrais dire un petit mot simplement, Madame Papalia, que j'ai rencontrée. Je crois que BPI a fait beaucoup de communication ces dernières années
pour le soutien et la croissance économique sur les DOM, enfin, sur l'ensemble du territoire, mais beaucoup sur les DOM. Effectivement, c'est un outil qu'il faut aborder et qu'il faut solliciter impérativement. Voilà. Peut-être que Monsieur Italique peut nous faire un point sur les dispositifs qui existent au niveau des financements qui sont proposés dans le cadre du Covid. Bah, il y en a. Le principal, c'est donc le prêt garanti. Après, vous avez donc le fonds d'urgence avec deux volets. Le premier volet, donc 1500 euros, réservé donc, on va dire très schématiquement, hein, aux entreprises qui font moins de 60 000 euros de bénéfices par associé, qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et donc, ils ont accès au premier volet et qui ont une baisse du chiffre d'affaires supérieure à 50% par rapport à la même période. Donc, si on était en mars, c'est par rapport à mars 2019, et qu'il y ait une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Donc là, le premier volet, donc, je rappelle, du fonds d'urgence, était valable pour le mois de mars, avril, il sera probablement reconduit pour le mois de mai. Et ensuite, vous avez le deuxième volet, qui est donc le fonds de secours, le dispositif anti-faillite, on l'appelle, si vous préférez. Ce dispositif est ouvert donc, aux entreprises qui ont eu soit un projet donc, de prêt, soit donc une absence de réponse de la banque sur un financement, et qui ont bénéficié du volet 1. Donc, ce dispositif aujourd'hui est mis en place par la région Guadeloupe, qui l'instruit. Les fonds qui sont abondés sont des fonds nationaux qui se répartissent entre régions. Je n'ai pas de retour concernant donc, les chiffres précis sur le volet 2, puisqu'il a, en fait, il a à peine une dizaine de jours. Le volet 2 prévoit donc, une aide qui peut aller de 2 000 à 5 000 euros sur dossier. Donc, vous devez produire un certain nombre d'états financiers et également de mettre en évidence donc, votre besoin de trésorerie. À côté de cela, il y avait, alors je ne sais pas, même pas peut-être peut donner plus de précision, il y a, au niveau national, a été déployé ce qu'on appelle le prêt rebond full digital. Alors, dans certaines régions métropolitaines, ce prêt est en place. Concernant la Guadeloupe, ce prêt n'est pas en place. L'idée de ce prêt, c'est donc de permettre, donc, via son expert comptable, qui instruit le dossier donc, sur une plateforme qui est dédiée, de pouvoir donc, déposer directement avec donc, toute la sécurité qu'il y a lieu d'avoir pour les professionnels comme nous qui attestons donc, de la validité des scénarios financiers, des prévisionnels, de déposer directement de façon à que la banque ait déjà, si vous voulez, une sécurité au niveau donc, de la signature de l'expert comptable concernant donc, le dossier financier qui est présenté aux banques. Aujourd'hui, sauf erreur, hein, ce prêt n'est pas en place en Guadeloupe. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il le sera, hein, puisque dans certaines régions, les fonds sont épuisés et j'ai sollicité la région pour savoir s'ils allaient mettre en place ce dispositif. Je n'ai pas eu de retour. Voilà les dispositifs qu'on a, les dispositifs financiers. À côté de ces dispositifs, on a toujours le COCHEF, je rappelle. Le COCHEF est donc la commission des chefs de services financiers. L'idée, c'est donc de pouvoir, donc, en cas de difficulté avérée liée aux dettes fiscales et sociales, de pouvoir obtenir du COCHEF soit un étalement, soit une remise de ses dettes, partielle ou totale. Hein. Donc, je précise qu'aujourd'hui, le dispositif est très peu sollicité par les entreprises et qu'il y aura intérêt, quand on a de la TVA, quand on a des arriérés de dettes qui viennent s'amplifier avec le Covid, de le solliciter ce dispositif qui est animé donc par la DRFIP. Après, vous avez un certain nombre de mesures, mais elles sont plus liées, si vous voulez, à des actions régionales, où là, oui, on réfléchit avec Cap Excellence à apporter, si vous voulez, un soutien sous forme d'aide aux entreprises. Tout ça, ça se met en place. Ce qui est pas évident, c'est que le temps de l'urgence, c'est malheureusement pas le temps de l'administratif. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises, effectivement, sont en attente, recherchent des solutions, mais les choses se mettent en place, malheureusement, dans 2 mois, 3 mois, ce sera presque trop tard, puisque
les difficultés sont avérées et on aura la perte de chance. Donc il faut vite que les choses avancent rapidement, mais sereinement. Et là, on attend le retour. Très bien, merci. Monsieur Si Italic, je peux, pardon, j'ai juste si, une question. Vous parliez du co-chef, c'est ça? Oui, C'est la commission départementale des chefs de services financiers, c'est ça? c'est la commission des chefs de services financiers, donc Ok, qui instruit votre demande, si vous voulez, quand vous faisiez parfait. face à des difficultés sociales et fiscales. Pour tous les participants, je mets le lien pour plus d'informations dans le chat, hein, pour avoir des informations complémentaires sur ce service. Pardon, Madame Papadia, je vous laisse la parole. oui, merci. Non, je voulais juste compléter un petit peu sur le pré-rebond. Évidemment, il va être bientôt ouvert en Guadeloupe. On y travaille. La date, c'est évidemment le plus important. A priori, on serait plutôt sur la première semaine de juin. Et encore une fois, c'est une formule qui va prendre deux volets en quelque sorte. Hein. Les prêts d'un montant de 10 à 50 000 euros, y compris les 50 000 euros, hein, bien sûr. Et le volet plus important de, disons, 51 000 euros à 200 000 euros. Et ces deux volets ont deux traitements différents. Donc le premier pourrait être en full digital et à travers une plateforme dédiée, de façon à permettre à délivrer des accords et des mises en place automatiquement et très rapidement. Avec bien sûr un soutien des experts comptables, sachant que ce soutien est une option. Hein, on ne peut pas obliger bien sûr quiconque à passer par un expert comptable pour déposer sa demande. Et à ma connaissance, mais Monsieur Italic, vous me compléterez ou vous affirmerez, à ma connaissance, c'est entre guillemets bénévole votre action sur la plateforme. En tout cas, c'est comme ça que moi que j'avais perçu les choses, puisqu'on a fait une convention avec le Conseil national de l'ordre des experts comptables en ce sens. Voilà, donc c'est mieux en le précisant. Et pour cette plateforme, c'est une plateforme digitale, comme je vous l'ai dit, et entièrement automatique, ce qui fait que, comme tout ce qui est un peu automatique, c'est assez binaire. C'est-à-dire que soit la plateforme, parce qu'il faut évidemment que vous saisissiez un certain nombre d'informations, soit la plateforme agrée, soit elle agrée pas. Si elle agrée pas, eh bien, ce ne sera pas la peine de revenir par une autre porte. C'est que on n'aura pas cette faculté de pouvoir faire rentrer au chausse-pied le dossier dans les critères de la plateforme. Mais l'avantage, c'est qu'elle est très rapide et performante, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, vous avez à la fois l'accord, à la fois le contrat et à la fois le décaissement. Donc là, si vous voulez, c'est ce qu'on a privilégié. Cette plateforme, elle fonctionne, elle a été d'abord testée en Auvergne-Rhône-Alpes, assez récemment d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que ça a été un peu, ça a pris peut-être du coup un petit peu plus de retard ici parce qu'on avait envie d'avoir le retour du test et elle a été ouverte ensuite en Île-de-France pour savoir si elle pouvait accepter beaucoup de volume. Donc, on est en train de finir les tests et on pense qu'au 2 juin, on sera en capacité d'avoir tous les retours pour corriger les bugs, etc. C'est une plateforme qu'on a mis en place très, 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 très vite. Et ça, effectivement, je sais que le temps est important pour tout le monde, mais monter une plateforme comme ça en l'espace de 15 jours, c'est une plateforme dont tout le monde a rêvé, bien sûr, puisque ça permet de délivrer les fonds tout de suite. Donc, évidemment, la puissance attendue et effectivement, la promesse hein, est là, mais on
on attend les résultats. Bon, voilà pourquoi on a préféré aller jusque début juin. Et au-delà de ce montant, ce sera en partie, on va dire, dématérialisé, puisque vous connaissez sans doute BPI France en ligne. Certains l'ont testé déjà. C'est une plateforme où vous pouvez déposer, télécharger des documents. Et ensuite, on peut, par le biais de cette plateforme, être en relation directe avec un chargé d'études pour l'étude du dossier, mais c'est pour faciliter justement la vie du dépôt et de la constitution du dossier, pour éviter d'avoir du papier, de l'accusé-réception, de ceci, de cela. Donc c'est la plateforme qui fait tout au stade de la constitution et au stade de la validation de la constitution d'un dossier. Voilà, quelque part, avec cette plateforme, on peut au moins avoir un numéro de référence et dire est-ce que mon numéro est complet. Normalement, on vous le dit d'office s'il n'est pas complet. Mais bon, ça vous permet d'y revenir, c'est-à-dire au bout de 2-3 semaines, si vous n'avez pas de nouvelles, hop, vous redemandez auprès de l'adresse mail guadeloupe@bpifrance.fr ce qui se passe sur la plateforme, qui s'occupe de votre dossier, etc. Et après, vous êtes en relation directe. Donc, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour, on va dire, accélérer ce dépôt des dossiers, notamment dans une période de télétravail accéléré, on va dire, un peu, un peu à marche forcée, mais accéléré aussi dans le zéro papier, puisque on profite de l'opportunité pour être le plus exemplaire possible et travailler différemment. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le pré-rebond qui effectivement est très attendu. On a une question, Madame Papalia, alors sur le pré-rebond, mais je pense que c'est peut-être plutôt le PGE. Le pré-rebond est-il assujetti à un accord auprès d'une banque? Aujourd'hui, les banques ne jouent pas le jeu pour l'aide aux entreprises en difficulté. Alors, Là, en vous fait, avez... il y a deux questions dans la question. Ouais. Il y a une remarque et une question. Alors, je vais déjà répondre à l'aspect le pré-rebond. Est-il nécessaire d'avoir un PGE pour avoir un pré-rebond? Non, ça, on Donc, comprend. la réponse est c'est une option, c'est optionnel. Ça peut être soit à la limite en substitution, mais bon, ça peut être soit un complément. De préférence, de notre point de vue, un complément, parce que si c'est en substitution, quelque part, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Hein. Donc voilà, parce que l'enveloppe qui est prévue, pour répondre aussi à Jocelyn, c'est plus de 10 millions d'euros de pré-rebond, tout montant confondu, qui est prévu pour la Guadeloupe. Donc c'est quand même un montant significatif. Bien sûr, c'est pas les 80 millions d'euros d'Île-de-France, mais enfin, on n'est pas l'Île-de-France non plus. Donc, proportionnellement, ça reste dans les mêmes eaux. Après, l'autre question, je préférerais que ce soit vous, Jocelyn, qui répondiez, mais j'ai aussi mon petit complément d'information Michel, si vous le souhaitez. je vais répondre sur les honoraires donc, consacrés aux experts comptables s'agissant donc de l'instruction du dossier. Il y a d'abord, la profession a été énormément mobilisée sur cette crise. Beaucoup de confrères n'ont pas facturé les honoraires prétendus qu'ils devaient facturer. On a un regard assez lucide aussi sur la situation de nos clients pour être en mesure de pouvoir décider s'il y a lieu d'avoir facturation ou pas. Nous sommes dans une économie libre de marché. Évidemment que des confrères peuvent facturer, d'autres ne peuvent pas facturer. Il y a 3 lectures à avoir. L'entreprise qui n'a pas de problème, elle répond aux critères, elle a les fonds propres, elle a tout ce qu'il faut. C'est presque automatique hein, d'instruire un dossier avec un client qui a une part contributive pour l'expert. Là où on a des difficultés, c'est quand l'entreprise, justement, ne remplit pas les critères ou doit faire des efforts en termes de lecture de ses prévisionnels de trésorerie. C'est évident qu'on ne peut pas avoir un discours unanime de dire bah non, on s'engage à ne pas facturer, etc. Donc chaque confrère voit à sa juste conscience hein, s'il y a lieu de facturer ou pas. Hein. Pour ma part, il y a des dossiers où
où je n'ai pas facturé, où il y a des dossiers où voilà, la situation le demande et l'exige, et en accord avec le client, on fait les choses. Hein, donc, et puis ça rentre dans un dispositif plus global d'accompagnement. Euh, la, L'idée, si vous voulez, où on dit les banques ne mettent pas de frais de dossier sur l'instruction, sous l'accord du prêt, etc., la banque, elle se rattrape autrement, on le sait bien. Hein, donc, il ne faut pas nous mettre non plus en opposition frontale avec les banquiers. Voilà, donc voilà, j'avais envie de clarifier cela parce que j'ai entendu tellement de choses dites sur ce point concernant les honoraires des experts comptables, ce qui accompagne les clients en situation de crise. Concernant, concernant donc la, on va dire l'attitude des banques, on a, pour moi, pareil, on a trois situations. La situation où l'entreprise n'a pas de difficulté, n'a pas de problème. En 48 heures, le prêt est accordé. Et derrière, on a donc la garantie PGE qui se met en place. Après, vous avez toutes les entreprises qui sont en difficulté. Et là, on l'observe, même au niveau local, je le dis, hein, on observe soit une absence de réponse, c'est-à-dire que la banque dit, bon, on instruit le dossier, on est encore en train d'instruire le dossier, etc. Et à ce moment-là, donc, je n'hésite pas, et les confrères n'hésitent pas à demander aux clients de saisir éventuellement le médiateur du crédit pour qu'on arrive à trouver une solution et que les choses sortent. Moi, vous dire, les conseillers sont en confinement, on n'arrive pas à les joindre, les choses s'instruisent, etc. Mais en fait, c'est un accord qu'ils ne donnent pas, mais qu'ils ne veulent pas se faire taper sous les doigts, donc ils ne donnent pas cet accord. Donc là, on est incapable de chiffrer aujourd'hui le nombre de dossiers qui sont en souffrance au niveau des banques. Hein. Donc, euh, nous, ce qu'on conseille, c'est que dès que vous n'avez pas un accord sous 10 jours, un dossier en complétude, il faut automatiquement saisir le médiateur du crédit. Hein. Donc après, il y a des solutions. Bien évidemment, on a des entreprises, des situations irrémédiables. Hein. Je sais pas, une entreprise qui n'a pas les fonds propres, n'a pas la capacité d'autofinancement avant, elle va avoir du mal à l'avoir après. Hein. Donc, nous, la, la vraie difficulté, c'est que dans cette situation, nous accompagnons nos clients en connaissant leur activité et nous apportons les conseils appropriés. C'est inutile d'aller perdre du prêt sur l'instruction d'un prêt PGE, voire d'un prêt rebond, si ce n'est pas les critères. Peut-être qu'on va plus aller voir comment vous allez économiser de la trésorerie en baissant peut-être le niveau de vos charges, ou alors comment vous allez reconstruire votre affaire en le développant peut-être sur d'autres secteurs que vous n'aviez pas envisagé, plutôt que de perdre du temps en fait à aller vers des solutions qui n'en seront jamais. Cette réalité, c'est à nous aussi de la faire comprendre aux dirigeants. C'est là où on a une part psychologique très importante avec nos clients. D'accord, merci. Alors du coup, beaucoup de remarques, par rapport à ce que vous disiez. Monsieur Duro qui dit: «Ne serait-il pas plus pertinent que le gouvernement décide de proposer des aides et subventions aux entreprises plutôt que ces entreprises ne s'endettent auprès des banques? Car la reprise d'activité est incertaine compte tenu des circonstances exceptionnelles de la crise. Ne prend-on pas le risque de création d'une bulle qui est arrivée à échéance et qui risque d'exploser et de provoquer une seconde crise?» Bon, ce sont surtout, Non, mais là, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, on va détériorer le niveau des fonds propres hein, et de l'endettement des entreprises. C'est un pari sur une reprise économique rapide, rigoureuse, et une confiance de tous les acteurs. Et il faut quand même le préciser, hein, nous ne sommes pas dans une crise financière, puisque les banques aujourd'hui sont saines. Ce n'est pas 2008 qui se reproduit. On n'a pas des emprunts toxiques. On n'a pas prêté à des gens qui ne peuvent pas rembourser. Donc on a une solidité financière qui est là. Ce pari qui a été fait, il mérite d'être fait. Donc oui, il mérite d'être fait. Ensuite, après, la lecture qu'on aura sur l'endettement des entreprises et leur capacité à pouvoir peut-être investir d'ici 18 mois ou 24 mois, on n'a pas cette lecture, malheureusement. Après, je dirais presque que il faut pas se leurrer. Il y avait peut-être pas non plus les moyens financiers pour tout accorder en subvention. Hein. Bon, je pense que c'est à prendre en compte. C'est évident que compte tenu de la masse importante, c'était, à mon avis, juste de l'ordre de l'impossible.
Ceci dit, vous, vous, vous êtes, alors en Guadeloupe, hein, si moi je peux me permettre de dire un petit peu ce que j'ai observé depuis quelques années, il n'y a pas, à ce jour, on ne peut pas parler de surendettement. En Guadeloupe, vous êtes des entreprises ne sont pas surendettées. Donc, alors en revanche, effectivement, il y a un modèle économique à parfaire, hein, puisqu'il faut essayer de trouver des moyens pour avoir une meilleure rentabilité, peut-être orienter différemment son modèle économique, ou alors peut-être resserrer un peu la vis dans un registre de dépenses ou dans un autre, mais c'est vrai que c'est plus un travail pour retrouver un bon niveau de rentabilité plutôt que d'éviter de trop s'endetter parce qu'on l'est déjà beaucoup. En réalité, vous l'êtes pas énormément. Alors, pas forcément d'ailleurs en raison de refus de banque, hein, vraisemblablement aussi en raison d'une volonté de pas beaucoup emprunter. Mais bon, effectivement, la dette a des vertus quelquefois, mais quelquefois la dette trouve aussi des écueils, hein. Alors, il faut trouver le juste milieu, mais en tout cas, globalement, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait encore un peu de marge de ce point de vue-là. Après, on m'a demandé comment on faisait pour monter un dossier. C'est du classique, hein, en réalité. Ce sont des pièces, je dirais, normales, hein, sur le plan bancaire, parce que même si on s'appelle BPI France, c'est aussi Banque publique d'investissement, mais réglementée par les normes bancaires et les règlements bancaires. Donc le CABIS, les statuts, la table de capitalisation, les cartes d'identité, etc. Et les 3 derniers bilans et le business plan. En principe, ça suffit. Maintenant, on peut après avoir besoin d'autres éléments, hein, bien sûr, c'est pas exhaustif. Oui, est-ce que je peux intervenir? Je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'ai 2 questions générales peut-être à poser. La première concerne M. Italique, le problème du 15 mars, où tout s'est pratiquement arrêté. Un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises, n'ont pas pu encore établir leur bilan. Et quand on demande des comptes de 2019, eh bien, on est sur ces délicats de les demander et de demander des aides sans avoir de dossier à jour. Le deuxième, c'est une réflexion plus générale. Est-ce que la frilosité des banques ne vient pas du fait que le tissu bancaire en Guadeloupe est essentiellement composé de banques mutualistes? Alors bien sûr, il existe d'autres banques, hein, mais elles sont les plus importantes, me semblent être les banques mutualistes. Est-ce que le fait du risque d'échec, justement, que Mme Papalieu vient d'évoquer, est-ce que ce n'est pas un problème justement de ce type? Alors, sous la production, oui, Michel, vous voulez répondre, peut-être, non? C'était juste sur les banques, hein, si le réseau Oui. mutualiste était plus ceci ou cela. En réalité, enfin de ce que on constate, nous, c'est parce que il y a vraiment trop de demandes. C'est ce qui, c'est pas une frilosité. Enfin, il y a 3%, il y a autour de 3% de taux de refus. Alors bien sûr, comme le dit Jocelyn, c'est vrai que si ça prend trop de temps, c'est un indicateur qu'il faut pas mettre de côté parce que c'est aussi un langage non verbal que de laisser attendre le plus possible. Mais néanmoins, à ce jour quand même, il y a à peu près 80 ou 90 dossiers qui sont déjà passés dans le tuyau de l'accord ou du rejet. Et parmi les accords, il y a 3% de refus. Et il reste encore 10% qui sont un peu en stand-by. Alors c'est beaucoup parce que sur la masse des dossiers, je crois que on peut dire en Guadeloupe, c'est de l'ordre de alors, on va dire pratiquement plus de 2000 dossiers qui doivent être traités, si c'est pas plus. Donc, bon, je n'ai pas fait le compte dernièrement, mais enfin, disons que
ça laisse évidemment un petit pourcentage qui attend encore son concours. Après, quand il n'y a pas de solution, c'est vrai qu'il vaut mieux le dire, mais à un moment, ça ne sera pas possible, et que ce soit mutualiste ou pas mutualiste, ça ne sera pas possible de rester sans réponse. Donc il va falloir bien sûr que la réponse soit donnée le plus vite. Voilà, je vais abonder sur l'aspect bancaire avec le recul que nous avons, nous, dans la profession. On constate une orientation stratégique en fait des banques qui fluctue par période. On a connu une période où effectivement les banques ne prêtaient pas. On a plutôt le sentiment aujourd'hui que les banques regardent les dossiers, on n'est plus sur des banques de dépôt, c'est des banques qui peuvent prendre position, si vous voulez, sur des dossiers stratégiques où il y a un intérêt et il y a surtout une viabilité économique et financière. À ce moment, le dossier est bien présenté. On ressent encore de l'engouement. En tant que président, je suis en contact avec les banques et on sent vraiment une envie, si vous voulez, d'aller plus loin pour accompagner les entreprises. Et donc, je pense que, en fonction des partenaires bancaires que vous avez, il faut être juste aussi pour privilégier vos flux, vos relations avec celles qui sont en phase avec votre stratégie et votre développement futur. Les porteurs de projets ont aussi cette réflexion à avoir. Sur les comptes annuels 2019, comme vous le savez, il a été notre travail a été arrêté par cette crise, même si beaucoup de cabinets sont aujourd'hui en télétravail, en collaboratif client, en dématérialisation, etc. C'est évident que si les collaborateurs ne sont pas sur place ou si le client lui-même est fermé, on aura des difficultés à avoir les éléments comptables et financiers pour pouvoir produire les comptes. Donc là, tous les cabinets sont mobilisés pour produire les comptes dans les délais. Comme vous le savez, on a un report jusqu'au 30 juin. Après, moi, un des retours que j'ai, la non-production des comptes annuels au 31 décembre 2019 n'a pas été un obstacle, soit un financement, soit une demande de subvention, etc. Tous les destinataires des comptes le savent. On est dans un contexte très particulier où là, même la chaîne, si vous voulez, de production des états financiers n'est pas là. Donc, pour moi, c'est pas un sujet de refus ou de difficulté, si vous voulez, à faire ces opérations de financement ou de demande de subvention. Pour l'instant. Par rapport au refus, donc il nous a été remonté que le taux moyen de chaque banque fluctuait autour de 3%. Par rapport au délai, comme je l'ai dit, c'était peut-être un indicateur, mais nous, ce qu'on peut vous apporter pour que ce soit peut-être un peu plus cousillé en écho, c'est par le biais de notre adresse mail guadeloupe@bpifrance.fr. Vous déposez là le bilan 2018 et on va vous faire une espèce de diagnostic flash. Est-ce que au niveau bancaire, ça paraît faisable, ou est-ce que il y a un souci et que le banquier n'ose pas vous dire qu'il y a un souci, quoi. Enfin, parce qu'on peut se trouver aussi dans des situations comme celle-ci, hein, où on n'ose pas trop dire parce qu'il voilà, il y a d'autres il y a des réactions un peu nouvelles aussi dans cette optique, parce que ce crédit de PGE, il est presque anormal du point de vue bancaire, quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut reconfigurer un petit peu le logiciel pour pouvoir être serein et pour pouvoir présenter un dossier à la décision quelque part. Donc voilà, pour vous dire que ce type de dispositif est assez perturbant pour tout le monde, hein, en réalité, pour les banquiers aussi. Donc il faut en tenir compte. Oui, et je rajoutais à cela que le décret en fait qui fixe la garantie de l'État prévoit un certain nombre de garde-fous pour l'État,
D'abord, la banque doit recouvrer ses fonds et doit donc, on imagine un prêt PGE avec une société qui dépose le bilan, avec un plan de continuation sur 10 ans. La banque doit attendre jusqu'à ce que le plan de continuation aille à son terme et qu'il y ait une liquidation pour qu'elle puisse se retourner et faire jouer la garantie de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la banque doit vérifier que les encours avant Covid doivent être inférieurs aux encours après Covid. Donc, on a un accroissement des encours. Et la banque doit également vérifier que les conditions d'exploitation ne vont pas conduire à un dépôt de bilan dans les 2 mois. Si je m'explique, si vous avez un accord bancaire le 20 mai, la garantie de l'État ne devient valable que le 20 juillet. Donc, sachant qu'on ne sait pas ce qui se passera dans les 2 mois, imaginez qu'il n'y a pas de client, il n'y a rien, vous pouvez vous retrouver à déposer le bilan dans 2 mois. Hein. Donc, la banque, elle ne va pas supporter la garantie, elle ne va pas supporter donc, à la place du client la garantie. Hein. Ça, c'est clair. Cette lecture-là, en fait, les banquiers en ont un peu peur aussi, il faut le dire, parce qu'en 2008, on leur a demandé de soutenir l'économie, voilà, d'être au chevet des entreprises. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont pris les créances douteuses dans la figure. Hein. Merci, monsieur Italic. Donc, on comprend, oui, qu'effectivement, c'est pas simple pour tout le monde. Mais si tous les acteurs jouent le jeu, on peut espérer obtenir des prêts et Je des pense qu'il n'y a aides. rien ne vaut une consultation dans l'expert comptable. Je rappelle que sur notre territoire, nous sommes 165. Même si ça va vous coûter des honoraires de consultation hein, pour mettre à plat, si vous voulez, tous les chemins, les voiles et les moyens pour savoir où vous en êtes, pour que vous puissiez avoir la meilleure solution possible. Nous sommes au contact des entreprises, nous avons plusieurs modèles, si vous voulez, en repère. Nous saurons vous dire, si vous voulez, quel est le mieux à faire dans pareille situation. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise, par exemple, dans le secteur hôtelier, M. Fab, vous en parlez, où on est sur un territoire où tout le monde investit, on est dans la débrouillardise, hein, c'est une culture chez nous. Ça, en créole, on appelle ça le débrouillard pas pêché, c'est vraiment le poté manèvre, quoi. Et on a des chefs d'entreprise qui ont construit des affaires à force de bras, mais qui n'ont aucune trésorerie, par exemple. Donc, la lecture aussi, c'est à nous, experts comptables, d'essayer de dire non, mais euh, une situation, c'est une situation où vous avez de l'immobilier, mais vous avez aussi de la trésorerie. Voilà. C'est toute cette, si vous voulez, cette éducation que nous, on récupère en cabinet et qu'on arrive à, si vous voulez, faire un chemin avec le chef d'entreprise. Oui, c'est d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est, nous, évidemment, partenaires avec le Conseil national de l'ordre des experts comptables, parce que il est vrai que, je veux dire, un chef d'entreprise, un dirigeant, euh, ça, euh, ça a du sens pour lui de s'occuper de son métier, mais on constate que ça a quand même un petit peu moins de sens de s'occuper de la gestion et de la partie financière. Mais je pense que tout le monde a compris que c'était très important de savoir ce que c'est qu'un bilan et ce que c'est un compte de résultat. Et préparer l'image de l'entreprise pendant toute l'année, l'image de l'entreprise du 31-12, c'est très, très, très important. Et c'est aussi le message que portent les experts comptables, parce que ça va conditionner cette image-là. C'est-à-dire que la photo de l'entreprise au 31-12, cette photo-là, il faut qu'elle soit magnifique. Ça va conditionner votre cotation Banque de France, ça va conditionner l'idée que la banque se fait de vous, en fait de votre entreprise, bien sûr. Donc, il est très important de le préparer aussi bien que lorsque vous préparez une campagne de communication, une campagne visuelle de votre site internet, etc. Ça a exactement la même importance, si ce n'est plus, parce que ça conditionne votre accès au crédit quelque part. Et juste sur la photo d'un jour, d'une seule journée.
hein, du 31/12. C'est ce qu'on appelle la clôture de compte. Et vraiment, si chacun peut retenir que chaque jour qui passe dans le cours de l'année, on est là pour préparer la photo souvenir du dernier jour de l'année. Voilà, ça c'est excessivement important. Et nous, à l'occasion de la reprise de l'Agence pour la création d'entreprises, enfin, l'Agence France Entrepreneur, qui était devenue France Entrepreneur, on a mis en place des webinaires pour accompagner le chef d'entreprise qui est bien seul, mais pour qu'il se rende autonome et accessible à tout moment, j'allais dire du jour et de la nuit, pour qu'il y ait de l'auto-formation. Parce que c'est important aussi de vivre soi-même les concepts, hein, les concepts financiers, les concepts au sens large pour faire vivre une entreprise, de façon à avoir aussi une discussion positive avec à la fois vos experts comptables, évidemment, ce ne sont pas des dieux, hein, ils ont besoin que vous soyez participatifs pour faire après le travail qui est nécessaire pour toute entreprise, d'avoir des comptes parfaitement en ligne avec la réalisation de vos activités, mais aussi pour avoir cette faculté de discuter avec vos banquiers presque d'égal à égal, quoi. On doit rester, le dirigeant doit rester pilote de son outil de travail. Donc, ça doit être très positif tout ça, hein, de se permettre de grandir. Hein, voilà, un peu à l'occasion du Covid, grandissons. Hein, on est là pour ça aussi. Hein, même nous, on apprend au quotidien. Hein. Madame Papalia, une question très technique. Alors, on arrive, message à tous les participants, on arrive à la fin de notre conférence. Juste, si vous avez des questions techniques, c'est le moment de les poser. On a une question de Madame Saint-Laurent. Est-ce qu'une demande de prêt garanti ou prêt rebond peut être déposée par une entreprise individuelle? Alors, l'affaire personnelle ne va pas être éligible au prêt rebond. D'accord, donc prêt garanti oui, mais prêt rebond non. C'est ça. D'accord. Ce que je vous propose, Monsieur Italique, Madame Papalia, un petit mot de la fin pour nous encourager dans cette reprise. Oui, je vais y aller avant Michel. D'ailleurs, je salue Marie-Chantal. Je vois Marie-Chantal Uri qui est une consoeur là. Marie-Chantal, bonjour. Ce que je veux dire surtout là, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il faut vraiment avoir la sérénité pour étudier le court terme, mais aussi le moyen terme. En sérénité, la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez la conscience que votre affaire, elle fonctionne. Vous répondez à un besoin, les clients reconnaissent la valeur de l'offre que vous leur donnez, votre modèle a du sens sous le territoire, vous sentez une émulation qui avait commencé à prendre ou qui a déjà pris, etc. Vous avez un modèle qui fonctionne, ne paniquez pas. Dans la pire des solutions, vous pouvez avoir peut-être aussi à passer par la case d'une entreprise en difficulté. On peut mettre en place un plan de sauvegarde qui, je rappelle, le plan de sauvegarde n'est pas public, donc vous n'avez pas d'inscription sur votre cabis, il n'y a pas de formalité de publication, donc c'est quelque chose de totalement discret pour étaler vos dettes et voir si vraiment vous n'y arrivez pas, donc vous allez vers un relancement judiciaire qui peut être une chance dans certaines situations si le modèle est viable toujours. En tout cas, ne paniquez pas et surtout, restez confiants. Si je vais exactement dans le même sens, nous, notre mot d'ordre, c'est la relance. On pense déjà en fait à 2021 et ce cap, il est quasi derrière nous, même si on court après les fonds pour pouvoir joindre les deux bouts, mais il est quand même quasi derrière nous, puisque maintenant on est en capacité d'avoir une visibilité.
Après, il reste le secteur du tourisme. J'ai entendu les premiers échanges. Nous, on a mis en place un plan tourisme avec la Caisse des dépôts d'ailleurs, et qu'on peut tout à fait déployer. Donc, c'est vrai qu'il faut se relever de cette période un petit peu où on était alité en quelque part, mais voilà, on se relève et on avance, et en avançant, eh bien, ça nous a aussi donné l'opportunité de réfléchir, peut-être de tout rebeloter et de se révéler extrêmement créatif et imaginatif pour réattaquer l'Everest du coup, mais même l'Everest, on peut y parvenir. Après, on va essayer de penser, nous, aux futurs dispositifs qui vont permettre d'y arriver encore plus vite. Voilà. Donc tout le monde travaille dans ce sens. Et bien sûr, bon courage à tous, parce qu'il en faut. Et en tout cas, la confiance, voilà, la confiance, Jocelyn l'évoquait. Nous, on a extrêmement confiance en la capacité des Outre-mer de se révéler et de se déterminer peut-être même plus rapidement que les autres régions. Donc, vous voyez à quel point on a confiance en vous. Ben, merci pour ces paroles, c'est encourageant. Si jamais il y a des personnes qui ont une dernière question, je vous invite à prendre la parole au micro, sinon nous allons clôturer nos échanges. Écoutez, monsieur Italic, merci beaucoup. Merci. Merci à pour tous. tout. Madame Papalia, vous êtes revenue, votre micro est coupé. Oui, j'ai eu un petit souci. Mais merci beaucoup, hein, c'était toujours un plaisir de pouvoir participer. Mais merci Voilà. à vous d'avoir répondu présent tous les deux pour cette réunion. Et puis, on essaiera de faire perdurer les webinaires dans le futur également, puisque ça nous permet de participer à différents endroits. Et voilà, c'est assez intéressant. C'est un nouveau format intéressant. Voilà. Eh bien, à Merci à bientôt. tous. À Merci bientôt. Merci à beaucoup. tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.